You are talking about the advantage of safety and health in companies. En français, pour ceux qui ne comprennent pas. Les avantages de la sécurité et santé dans une entreprise. C'est pas exclu. Yes, so as we started last week talking about safety and health in companies, because as I said last week, every 28 April is celebrated as the World Day for Safety and Health. So we had to bring this topic so that we raise awareness among employers, employees, so that they can know their roles and responsibilities when it comes to safety and health. Because there are 2.78 million people dying every year because of work-related accidents and illnesses. So today we are going to continue with the second part, and we will be talking about the advantages of implementing a safety and health culture or system in a company. And to do that, we are going to see some of these few elements and how it enhances employee productivity, how it improves the company reputation and image, how it protects investment, how the company can utilize this to comply with regulations and standards, and then it also reduces the risks of sick claims by workers. Then it also attract investors and increase business value. So these are some of the advantages that we are going to see that a safety and health management system can bring to a company, regardless of the size, whether you are a small or informal worker by the roadside, or you are a multinational company. A safety and health management system is very important for the sustainability of your business. Donc voilà un peu ce qu'on va voir, l'avantage de la sécurité et santé dans les entreprises. Voilà. Alors, les avantages. Alors, je travaille dans une entreprise. Quel est l'avantage que j'ai en termes de sécurité et en termes de santé? Et si cette entreprise n'a pas tout ça, je fais comment? Ok. Déjà, c'est une obligation par la loi pour chaque entreprise de attribuer ou alors créer un espace de travail sain et sécurisé pour les employés. Et au niveau de l'employé, surtout pour les entreprises qui ont déjà mis sur pied un système de gestion de sécurité et santé au travail, l'employé doit respecter les exigences qui sont mises sur pied sous forme de politique de l'entreprise et sous forme de normes. Parce que au niveau de l'État, il y a des régulations qui, par exemple, on dit qu'il faut porter, par exemple, les équipements de protection individuelle pour se protéger des accidents. Donc, l'employé doit donc respecter ces mesures-là. Maintenant, pour les entreprises qui n'ont pas mis ces mesures-là en place et que l'employé se sent en danger parce qu'il y a des conditions non, qui le permettent de ne pas travailler de façon sécurisée, il y a deux options. Soit il pousse l'employeur à mettre sur pied des mesures de sécurité, des mesures de prévention des incidents, des accidents, soit par, ça c'est le cas le plus extrême, c'est-à-dire démissionner parce qu'il ne faut pas juste travailler mais aussi rester en sécurité. Donc voilà, et la plupart, surtout dans notre pays, les employés ont souvent peur parce que trouver le travail est difficile, donc parfois ils sont obligés de travailler dans des conditions qui ne sont pas en sécurité. So I think this is a very good question, Grace, because most employees in companies are exposed to unsafe conditions, and they are afraid, you know, to talk to the employer because they feel that, or they are afraid that they will lose their job. And like I was saying in French, it is better for them to advise their employer to put some basic safety measures that can enable them to work safely and deliver their job as per their job description. So this will make them to be more productive as they feel safe doing their job, and it will also help the employer because a productive employee will make profit to the company. So
I hope it's a little bit clear for that. And there are other measures. I think the Ministry of Labor has a department that is in charge of employee injury prevention, something like that. The office should be in Bonanjo. So where employees can lay a complaint against an employer if you are abused, or if you are working in an unsafe conditions and your employer is not taking care of it, you can use that channel to actually complain. But also, because this aspect is a participatory issue, so the employer has to involve all the employees when they want to put in place a safety and health management system. And so in this way, each employee will have the opportunity to give in something that can help to promote the safety and culture of this organization. So at the end of the day, all the employees will feel involved and they will participate in this program, and this will reduce the number of injuries or unwanted accidents. So like I was saying at the start, some of the advantages which I think this is just an introductory part of it. If the technical board can move to the next page. Okay. So these are some of the advantages that we are going to see. Enhance employee productivity. That's one of the advantages that a safety and health in company can bring. It can improve company reputation. It can protect the organization's investment. It helps the organization to comply with regulations and standards. It also reduces sick claim. It attracts investors and increase business value. So if you can go to the next slide. Okay, so the first advantage is enhance employee productivity. So whether the employee is an office staff or a field worker, we have, like in the construction industry, BTP as they say in French, we have staff that are working in the office and we have staff that are working in the field. Some are maneuver, just laborers, some are architects, some are engineers. So all these form a team. So and from the office to the field, everybody needs to know the safety culture of the company. This means that the owners of the company or the management of the company needs to educate all the employees on the hazards that is involved in the job that they are doing, and also have to provide to them preventive measures, training them on some of the risks. If they have to do a job that's working at height, there are preventive measures that they have to put in place. They have to wear safety equipment, which means that the employer needs to put at their disposal all these safety equipment. Donc le premier point, c'est ça augmente la productivité de l'employé, parce que lorsque l'employé se sent en sécurité, il peut réellement se donner à fond. Et je prenais l'exemple dans le BTP. Il y a des employés, ceux qui travaillent dans des bureaux, il y a ceux qui sont sur le chantier. Et sur le chantier, il y a des ingénieurs, il y a juste des manœuvres. Et à cela, il y a des risques. Mais pour que la culture de sécurité puisse bien être opérationnelle, il faudra que ce soit les employés du bureau ou ceux sur le site, que tout le monde puisse comprendre les objectifs sécurité et santé de l'entreprise. Comme ça, ils vont facilement adhérer. Et plus cette politique est mise sur pied et les moyens requis, c'est-à-dire la formation, la distribution des EPI et l'éducation sur les différents risques, et également parfois pour d'autres, dans d'autres entreprises, ils mettent par exemple les critères de recrutement. Vous devez par exemple respecter aux règles de sécurité, sinon on risque de vous limoger, et cela permet à ce que l'employeur puisse adhérer non seulement à la politique sécurité et santé de l'entreprise, mais il reste de façon satisfaite que l'entreprise s'occupe de sa sécurité, et il peut être plus productif que s'il n'y avait pas de mesures de prévention, tout en sachant que bon, je travaille en hauteur, je peux peut-être faire une chute, et que l'employé n'a pas mis à sa disposition l'année de sécurité. Et c'est là, ça le réconfort quand il sait que bon, en tout cas, il y a une politique pour le travail en hauteur, donc on a mis l'année de sécurité que je peux utiliser pour travailler en hauteur. Et là, il est très
à l'aise quand il va au travail parce qu'il sait qu'il ne court aucun risque parce qu'on a mis à sa disposition les équipements de protection. Et même chose pour ceux qui sont dans le bureau. Justement, lorsqu'on parle d'insécurité ou de sécurité, j'ai souvent l'impression que c'est beaucoup plus des gens du terrain. Ma question c'est en quoi est-ce que quelqu'un qui travaille dans le bureau peut être en insécurité? Je ne sais pas. Il est dans la clim, on se dit, Oui. il a les écrans devant lui. Oui. Ma question c'est en quoi est-ce que quelqu'un qui travaille dans le bureau peut être en insécurité? Okay, this is a very nice question. Because most people working in the office, ceux qui travaillent dans le bureau, ils pensent qu'ils sont hors danger. Mais non, non seulement il y a des risques comme des chutes, des incendies, le mal de dos. Vous avez des personnes. Mal de dos, hein. Il y a des beaucoup personnes. de mal de dos, qui ont celles qui sont attrapé des assises. maladies incroyables. Ils étaient tous les jours, Les yeux, tous les jours exactement. assises là et elles ont eu finalement. Et ceux qui sont derrière les machines, les yeux. Exactement. Donc ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle en sécurité santé l'économie. Le design, that's the workstation design, l'espace de travail. Je vais raconter une petite histoire. J'étais allé dans une banque pour faire une opération et le gestionnaire du compte, comme ils savent souvent très bien s'inventer, il était là en constat, mais la chaise par rapport à sa machine de travail n'était pas vraiment adéquate et j'avais l'impression, pas l'impression, je savais qu'il n'était pas vraiment confortable, mais c'est ce que son employeur avait mis à sa disposition comme outil de travail. Et je lui ai demandé donc combien de clients il recevait par jour. Et il m'a dit une dizaine. Et dans cet état, si vous recevez une dizaine de personnes, en un mois, en 3 mois, vous avez l'impression que le corps vous fait mal. Voilà. Parce que la position de travail n'est pas bien. Ceci, c'est beaucoup plus pour ceux qui travaillent dans les banques, qui sont constamment assis. Il y a des petites activités que vous pouvez, entre-temps, après, peut-être 1 heure ou 2 heures de temps assis. Il y a des petits exercices qui ne prennent pas le temps, moins de 5 minutes, pour vous permettre de synchroniser le corps. Il y a aussi la luminosité au niveau du bureau. S'il y a plus de lumière, ça vous affecte les yeux. Okay. Et tout cela, ça affecte parce qu'il y a quelqu'un qui va venir travailler 8 heures de temps et quand il rentre, c'est comme s'il a fait une semaine de travail. C'est juste parce que le rapport, son travail et la position, l'espace de travail n'est pas bien adéquat. Donc il y a la luminosité, il y a les bruits, il y a les incendies. Par exemple, au niveau du bureau, il y a des prises si vous sortez le soir et vous laissez certains appareils branchés. On connaît, c'est vrai que Eneo a amélioré ses services, mais il peut avoir coupure et que lorsque ça revient avec les appareils branchés, ça peut créer un incendie. Et s'il y en a des employés qui travaillent, par exemple, la nuit et qu'il y a un incendie, c'est un danger pour eux. Oui, et voilà pourquoi il est aussi important d'avoir un plan d'évacuation, un plan d'urgence, de gestion d'urgence qui permet à ce que s'il y a un cas comme ça, que tous les employés puissent de façon aisée évacuer les bâtiments. Donc tout le monde est exposé au risque que vous soyez au bureau. Maintenant les risques sont spécifiques. Les risques liés au bureau, même si vous travaillez au bureau, ça n'empêche pas. Vous pouvez aussi vous retrouver sur le site, peut-être pour les visites, pour l'inspection. Donc si vous êtes secrétaire et que le DG décide de visiter un chantier, vous allez aller avec lui. Et quand vous arrivez sur le site, vous devez savoir que sur le site, il y a les règles de sécurité à respecter. Et donc voilà. Donc si toutes ces mesures-là sont mises en place, ça permet à ce que l'employé puisse être satisfait. Il est bien confortable sur son poste de travail, notamment ceux du bureau. Et non peut-être la main avec le clavier là, comme avant il y avait des comptoirs où quand vous arrivez, vous devez guetter la réceptionniste assise là en bas, elle envoie la main là-bas à chaque fois. Ça, c'est des actions répétitives. Et avec le temps, ça crée des petites malaises au niveau de la main et ça lui rend moins productif. Donc, deuxième slide. Deuxième slide, ok. Ça, c'est le deuxième avantage. That's the second advantage of having a safety and health culture in the company. So this improves the company reputation and image. Okay. Donc, quand l'entreprise a une bonne politique de sécurité et santé qui est réellement implémentée, non seulement de surface, c'est-à-dire c'est une culture, tout le monde au sein de l'entreprise connaît la politique
sécurité et santé de l'entreprise. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait que bon, pour entrer ici, il faut peut-être porter les bouchons d'oreille parce qu'il y a beaucoup de bruit et qu'il porte réellement. Pour travailler en hauteur, il faut ceci. Pour un voyage de l'entreprise, voici la vitesse maximale. Le port de sécurité, de ceinture de sécurité est obligatoire. Et ceci permet de donner non seulement une bonne image de l'entreprise, mais ça augmente sa réputation. Le monde change et beaucoup des entreprises veulent faire des affaires avec des sous-traitants qui maîtrisent la sécurité et la santé. Oui, et notamment comme il y a des gros projets un peu de partout. Par exemple, lorsque la Banque mondiale veut financer un projet, ils ont déjà un framework que vous devez respecter en termes de sécurité et santé. Et donc, tous les sous-traitants qui vont travailler là-dedans doivent être en mesure de respecter cela. Et donc, ça renforce l'image et leur réputation. Next slide. Protect investment. The next point is protect investment. So, if the company have a safety and health culture, it helps the company to protect its investment. Because without the safety of your investment, you can lose your company into flames. Fire can outbreak, and your employees, because they don't know what to do, because they have not been trained on fire prevention measures, on how to use a fire extinguisher to extinguish a fire in the office, it makes it difficult for them to stop it. Donc, dans le cadre de l'un des avantages de la sécurité et santé, c'est que ça protège vos investissements. Il y a une fois, il y a souvent, vous entendez, il y a des entreprises qui ont pris feu et donc, si c'est que c'est un prêt que vous avez fait, ça vous rend la vie difficile et nous sommes dans une économie, la concurrence est très rude. Donc, s'il y a un incendie qui attaque votre entreprise, le temps de pouvoir tout établir, les clients vont aller ailleurs et ils vont se faire fidéliser là-bas et ça sera difficile pour vous. Donc, pour protéger vos investissements, il faudrait également mettre des bonnes mesures de sécurité et santé pour pouvoir protéger. Parce que lorsque un employé va tomber malade parce qu'il a attrapé une infection ou une maladie au travail ou il s'est fait blesser au travail et qu'il doit absentir du travail pendant un certain temps, ça va réduire le temps de production et si vous avez des délais avec des clients, ils vont constater qu'il y a c'est un peu lent la livraison et ils vont chercher d'autres fournisseurs. Et de façon indirecte, ça impacte vos investissements et vous ne voyez pas cela. Donc, ça c'est une des avantages lorsque vous avez une bonne politique sécurité et santé. Next slide, please. Autre avantage c'est le fait d'être en conformité avec les régulations et les standards, les normes. So, by having a good safety and health practice, you are in complying with regulations and standards. Comme je disais l'autre jour, au niveau du gouvernement, il y a certaines lois qui cadrent l'aspect sécurité et santé au travail. Et pour des entreprises qui ne respectent pas ces lois-là, ils risquent de se faire amender et ça peut aussi avoir un impact direct ou indirect sur leurs revenus, notamment sur les normes internationales comme la norme ISO 45001 qui est la norme internationale pour la sécurité, pour la gestion de sécurité et santé au travail. Ça leur permet de fonctionner de façon adéquate comme la loi et cette norme demande et à la fin vous pouvez être certifié. Et comme je disais, il y a certaines entreprises qui ne peuvent peut-être travailler avec une autre sauf si ils sont certifiés ou accrédités par une certaine norme internationale, notamment ISO 45001. Également, lorsque les inspecteurs... C'est ISO 45001. Oui, ISO 45001. Donc... mais ça, c'est la norme qui... Oui, oui. C'est une des normes la plus utilisée, c'est-à-dire mise développée par l'Organisation mondiale de normes, that's International Standard Organization.
donc qui se met en place, notamment au Cameroun. On voit c'est l'ANOR qui représente cette organisation au Cameroun, et il développe des normes pour la gestion des différents domaines. Et dans le cadre de la sécurité et santé, c'est la norme ISO 45001. Et donc, comme je disais, lors des inspections par les ministères, notamment le ministère des Mines, Industrie et Développement Technologique, ou alors le ministère du Travail, lorsqu'il vient inspecter, par exemple, pour voir si réellement vous avez mis sur pied des mesures qui permettent à protéger la sécurité, la santé et le bien-être des employés. Et si vous avez dans cette culture-là, ça va leur permettre de dire, bon voilà, vous êtes dans les règles avec l'État et c'est bien. Par contre, s'ils trouvent le contraire, il y a des sanctions et des avertissements. Et après, ça peut aller à une étape où peut-être vos activités peuvent être suspendues parce que ça présente un risque pour les employés. Donc, un avantage pour l'implémentation de la sécurité et santé, c'est que ça vous permet d'être en conformité avec les régulations nationales et aussi internationales. Et ce qui fera votre entreprise ouverte pour travailler avec d'autres organisations qui préfèrent travailler avec ceux qui sont soit certifiés, soit conformes avec cette règle standard. Ouais. Parfois, les gens se demandent, ou les chefs d'entreprise se demandent, pourquoi est-ce que je dois me conformer alors que je connais si telle ou telle personne qui va me donner le contrat sans regarder cela. L'impact est là parce que lorsque on vous donne le marché et vous arrivez lors de l'exécution du marché, vous ne pouvez pas respecter les délais parce que au fur et à mesure que le projet avance, il y a des accidents, on doit arrêter, peut-être faire les investigations, il y a rupture, soit ci ou ça, parce que telle norme n'a pas été respectée. Ça fait que vous aurez un délai et vous n'avez pas respecté les délais. Et lorsque ces clients vont donc constater que vous ne respectez pas les délais, prochainement, ils auront l'hésitation à vous donner des marchés parce que la dernière fois, bien ils vous ont donné parce que vous étiez peut-être un ami ou un frère et que vous maîtrisez, vous comptez techniquement réaliser le projet, mais la sécurité des employés n'étant pas prise en compte, ça impacte le projet. Donc, c'est un avantage. Et il n'y a pas de domaine spécifique, que ce soit dans la communication, les hôtels, les télés, les industries, l'agroalimentaire. Tout le monde est concerné par cela, donc le respect des règles, les régulations et des normes. Next. Imaginez un peu que vous parliez de télé, il y a souvent des accidents, quand vous êtes en direct, quelque chose tombe, oui. La lumière prend feu, oui. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui peuvent arriver à la télévision, donc on n'est pas épargné. Exactement, et comme je vois, c'est vrai, c'est une très bonne façon de voir la chose, et d'habitude, on se dit, bon, moi je vois quand même les câbles, donc quand je marche je vais faire attention, mais vous pouvez trébucher dessus et ensuite vous faites briser la jambe et après 1 ou 2 semaines vous ne pouvez pas monter les escaliers pour venir au bureau. On commence à dire bon, vous allez vous absenter ici parce que dans le cas où, comme Myriam vient de dire, qu'il y a peut-être un ampoule qui tombe et que ça prend feu. Maintenant, si tout le monde doit sortir. Et je sais peut-être le bâtiment n'appartient pas à la télé, mais chacun devrait savoir comment est-ce que je fais pour me retrouver à l'extérieur. Et si je me retrouve à l'extérieur, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il y a un peu tout cela à prendre en considération. C'est vrai, chez nous, on a l'habitude de dire qu'il faut, bon, ça ne pourra jamais arriver, mais il faut prévenir que... Absolument. Oui. Donc, d'habitude, nous... Moi, je suis allé dans une télévision dernièrement. On avait coupé le courant et ils avaient le groupe et ils sont allés acheter le mauvais carburant. Donc quand tu entrais là, c'est seulement l'odeur là. Donc voilà. Pour ceux qui ont des problèmes de respiratoire, des problèmes, je dis que quelqu'un pouvait tomber. Voilà. Ça sentait seulement et c'était tellement moche.
C'était tellement moche que finalement, ils ont été obligés d'aller, je sais pas comment ils ont fait avec le carburant là, oui. mais il fallait qu'ils se débarrassent de ça. Et puis, ils ont refait le moteur pour que... je dis, même faire une émission, on ne pouvait pas. Ce n'était pas possible. Voilà. Et ça, ce sont les impacts indirects parce qu'on vous dira, bon, ça ne vous concerne pas, c'est juste le carburant, on va faire avec. Mais ceux qui regardent l'émission dont vous êtes en train de présenter, ils vont se dire, ah, les gens, s'ils ne sont pas les professionnels, regardent d'abord. Alors que derrière, il y a certains trucs qui ont été négligés et qui est en train d'impacter l'image de ce programme. Donc, c'est tout cela qu'il faut prendre en compte. Et comme je disais, il faut prendre en considération la vie des employés lorsque on est en train, par exemple, de mettre sur pied des mesures de sécurité et santé. Par exemple, on va dire, bon, il y a Calvino, il y a Grace, il y a Mireille qui font souvent ce programme. Bon, dans le cadre de la mise en place du programme de sécurité et santé, alors qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour éliminer certaines observations que vous avez faites qui peut être un danger pour vous ou bien pour les autres personnes? Et dans ce cas, vous faites aussi votre input. Et lorsqu'on met sur pied donc, cette politique, tout le monde se sent adhéré. Et vous verrez que si on ne prévoit jamais un incident, mais s'il y avait un incident qui devait arriver, ça sera évité. Et si jamais ça arrivait, chacun saura quoi faire parce que on avait fait un plan qui nous a permis d'identifier les différents dangers et quoi faire lorsque nous sommes face à ce danger-là. Donc, voilà. Et pour l'histoire, cet aspect sécurité santé a commencé aux États-Unis lorsqu'avant, il y a des employés, des ouvriers qui allaient travailler dans les mines. Et puisque c'était beaucoup plus des capitalistes, ils étaient intéressés par le bénéfice. L'argent. Oui, ils s'en foutaient de conditions de vie. Donc ça faisait qu'il y avait certaines personnes qui allaient dans les mines, qui ne retournaient plus parce qu'ils avaient eu des accidents. Et avec le temps, donc, les familles et les proches ont commencé à manifester et réclamer des bonnes conditions de vie. Et parfois, quand tu allais dans la mine, tu reviens par exemple avec étant handicap parce que tu ne peux plus aller travailler, on te remplaçait juste. Et on s'en fout si l'ouvrier peut nourrir sa famille ou pas. Donc cet impact-là a fait en sorte que les familles et la communauté a commencé à manifester et ça a attiré l'attention du gouvernement. Ils ont donc commencé à rédiger des règles pour pouvoir réduire cet aspect-là. Donc c'est de là où c'est parti et que l'Organisation mondiale de la sécurité du travail, l'OIT, a donc entré en jeu en renforçant ces mesures-là qui se fait signer par les différents pays dans le monde entier et qui se transforment sous forme de loi. Donc, one of the advantages as well is reducing sick claim. On est tous d'accord que, par exemple, pour ceux qui sont les entreprises, donc les employeurs les ont assurés. Ceux dont ils ne sont pas assurés, ça fait que peut-être si vous avez un accident, vous deviez aller vous faire consulter et ensuite revenir avec les dépenses que vous avez fait et vous faire rembourser par l'employeur. Donc, lorsque vous avez une bonne culture, une bonne politique, sécurité et santé, ça évite les accidents. Et quand il n'y a pas les accidents, il n'y aura pas des personnes qui vont venir demander, par exemple, l'argent qu'ils ont dépensé pour se faire soigner. Et en ce moment, l'entreprise pourra bien garder ses revenus, ses bénéfices pour investir dans d'autres domaines. Mais si les différents dangers auxquels les employés sont exposés n'est pas contrôlé, il y aura toujours ce cas et l'entreprise va passer le temps à réinvestir le bénéfice plutôt pour soigner les employés. Donc, lorsqu'il y a une bonne politique, une bonne implémentation, le suivi et la surveillance, ça permet à sorte qu'il n'y a pas cet incident. So, the risks, the sick claim can be reduced because the workers are
are not exposed to any danger because employers have taken measures to eliminate all these dangers. So there will be no employee with injuries that will receive treatment or will get an infection, receive treatment, and then come to company to claim for reimbursement. So this reimbursement at the end of the year can be a loss to the company because they have to pay for it. And this does not look good because if a company have its main engineer which is not able to work, not only they claim the money they are going to spend to treat him, but it's going also to impact his position in the company. So a safety and health policy, practice and culture will help to reduce this situation and will make the company to have a more advantage, more profit and more benefit. Next. The next slide. Yeah. Prochaine slide. So this is very important because once you protect someone, he works, he earns money, it's a social cycle because the employee who is earning money, he brings this money back to the house. He earns his salary at the end of the month. This salary, he uses it to purchase things in the shop, and the shop owners, they are making. So it develops a microeconomy. Now imagine this guy who is unable to work because he had an injury in the work or because he got an illness in the workplace and cannot work, he cannot be paid. This will create a reduction in the money circulation in the area where he's living. It will impact his children because he will not be able to pay the fees of his children. He will not be able to feed his family because he had an accident and the employer did not take care of it because he realized that the cost to treat that injury is expensive, so he prefer to send him off. So this will have a social impact to the community, both economically and directly to the family. So the other important aspect of implementing a safety and health management system in a company is that it attracts investors. Donc l'un des avantages, c'est que ça peut aussi attirer des investisseurs. Parce que quand vous voulez investir votre argent, vous voulez vous rassurer que l'entreprise, dans tous les sens, a un système de gestion qui élimine tout type de risques, notamment la sécurité et la santé des biens, du personnel et de l'environnement. Bon, si une entreprise d'investissement ou un individu, un investisseur qui tient compte de ces critères avant d'investir son argent, lorsque vous allez vers lui pour peut-être demander de l'argent ou bien lui demander d'investir dans votre entreprise, il regarde ces aspects-là. Comment est-ce que vous gérez la sécurité et la santé des employés? Parce que lui, dans sa stratégie d'investissement, il sait qu'un employé, c'est un outil important pour l'entreprise. Maintenant, si tu ne mets pas les dispositions pour t'occuper de sa sécurité, de sa santé, ça veut dire qu'à tout moment, l'entreprise peut s'arrêter parce qu'on n'a pas pu gérer un cas de malade ou une situation dangereuse et que une partie des employés ont été infectés et l'entreprise doit peut-être arrêter les opérations, bien doit tourner au ralenti parce qu'il faut réajuster et cela va impacter son investissement parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est son retour sur l'investissement et ces éléments peuvent impacter. On a vu par exemple en Côte d'Ivoire où, comme ils produisent le cacao, il y a des entreprises en Suisse, en Europe, qui achètent le cacao comme matière première pour le chocolat. Donc, il y a une ONG qui a fait une investigation et s'est rendu compte que les conditions dans lesquelles les ouvriers travaillent dans les plantations de certaines entreprises qui font dans le cacao n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire qu'ils travaillaient des heures supplémentaires et il y avait pas assez des équipements pour les permettre de façon aisée de travailler.
Donc, ils sont redescendus et ces investisseurs sont venus sur le terrain pour voir réellement les conditions de travail des employés. Et certains qui constatent que non, ces conditions de travail n'est pas humain, hein, il peut avoir les pertes en vie humaine suite aux maladies, suite au stress du travail, parce que vous n'allez pas, s'il y a des sacs de cacao à transporter, vous n'avez pas prévu des petits chariots, des petites charges qui les permettent de transporter ça de façon aisée. Ça veut dire qu'à la fin, il y aura des malades qui peuvent après devenir fatals dans certains cas. Donc, ils vont donc dire, si vous ne faites pas quelque chose, peut-être à la fin de cette année, moi je vais, mon investissement avec vous, ça va s'arrêter. Ou alors, au lieu, si j'avais prévu, peut-être ils avaient prévu augmenter les actions, ils vont arrêter parce que les conditions qu'ils ont vues sur le terrain ne les encouragent pas. Donc, si vous avez mis tout sur pied pour vous occuper de cela, ça fait que ça va attirer des investisseurs. Ceux qui veulent investir dans des projets en tenant compte de cela, ils vont le faire. Lorsqu'il y avait le projet du Cameroun, le Tchad Pipeline, il y avait des petits ingénieurs, pas des petits, des ingénieurs camerounais qui avaient des ateliers de soudure et qui ont même postulé pour travailler là. Mais lorsqu'ils postulaient, dans le cahier de charges, des multinationales qui regardent cet aspect constatent que l'aspect sécurité et santé des employés, eux, ils ne prennent pas ça en compte. Donc, ce qui fait que la plupart des contrats ont été remis à certaines structures à l'international qui viennent, recrutent ces mêmes soudeurs, les forment sur l'aspect sécurité et santé et vendent le même service 3 fois plus cher parce que il y a cet aspect-là qu'ils ont mis dedans. Ils ont mis, voilà, on a prévu les équipements de protection, on a prévu la formation sur la sécurité pendant la soudure. Okay. Il y a beaucoup de soudeurs, très bons soudeurs, qui font des très bons, qui fabriquent des très bonnes choses, mais qui sont ignorants des dangers auxquels ils sont liés et ce qu'il faut faire pour prévenir cela. Or, lorsqu'il y a un bon marché comme celle-ci et qu'ils disent à leurs potentiels clients, bon voilà, voici le danger, mais voilà ce que nous on prévoit pour éviter cela, ça peut faire que, au lieu de vendre, proposer un service qui vous coûte peut-être tel montant, vous pouvez doubler cela et ça se justifie parce que vous avez prévu des formations, l'achat des équipements de protection de vos employés. Et donc, de cette façon, vous allez gagner des marchés. Et lorsque les investisseurs voient que vous gagnez des marchés, ils sont intéressés d'investir dans vos projets. Donc, voilà un avantage qui va pour la sécurité et la santé. Ça vous permet d'attirer des investisseurs. So, this is also a good tool because when you have a good safety and health policy, it enables investors to easily put their money in your business because in some way they feel safe. They know that in no way your company will stop activities because of an undesired event. If you have a good safety and health policy, it means that your company is able to identify all the risks, all the hazards that it can be exposed to, and that it has also the capacity to provide control measures, preventive measures to avoid any unwanted or undesired events to occur which can affect their investment. So in this way, if the business is a good business and they look at this other aspect of it, they can easily invest their money in your business. So by you having a company having a good safety and health policy, it enables them to attract investors. And the last advantage is also increasing the business value and clients. It's like an added value to your services. So if you I take for example, if you propose a service to a client or you are responding to a tender, because we have had cases where
a client will come to us that he is responding to a tender, but they are asking them how they are going to manage the safety and health aspect of their project if they are given the contract. So they want us to help them to draft how they are going to manage this. So when you have that in place already and something like that comes, it's not something that is being drafted the same day. It's a culture that you have over time. So you just have to present to them what you have been doing. So this adds value to your business. They will know that, okay, for this number of years, they have been training their personnel, they have been executing projects without any injury, and so it's a valuable business. It's a business that they will not impact our project because one of the employees has caused a disaster in our projects. And in this way, you gain more clients when you propose services when considering the safety and health aspect of it. Donc, pour dire simple, la sécurité et la santé dans une entreprise, que ce soit une entreprise de prestation de services ou fabrication de métaux ou des usines de fabrication, comme vous voyez les camions qui font des citernes, oui. Oui, raffinerie, soudure, chaudronnerie, tout cela, lorsque vous avez cela, ça augmente la valeur de l'entreprise. Parce que lorsque vous dites à un client ou vous répondez à un appel d'offres en disant que voilà, la sécurité de vos employés est capitale pour vous et que vous êtes capable de démontrer que pendant des décennies, vous avez toujours travaillé comme ça, ça montre une intégrité, ça montre l'aspect sérieux de votre affaire, et ça démontre non seulement que ce n'est pas juste une affaire d'argent, mais c'est aussi une affaire qui a une grande vision et qui peut ne pas affecter le projet si jamais on vous remettait le contrat. Et dans ce cas, la valeur de votre entreprise sera un peu vue différent que quelqu'un qui vient là avec, on lui donne le marché et les employés qui arrivent avec des shorts, des babouches pour venir travailler, ou bien vous voyez un climatiseur qui vient vous faire un dépannage au sein de l'entreprise avec des shorts, des babouches. Ok, c'est pas. Ouais. Il est sale. Il est sale. Ça fait partie de la sécurité et ça me démontre également il peut ne pas. Or, si le gars, même si il vient de finir l'école, ou bien il vient de faire un apprentissage sur le dépannage des climatiseurs, lorsqu'il fait son offre, il vous dit, il vous donne donc il reprend une offre et il vous démontre là-dedans que voilà, ils ont prévu par exemple les gants qui les permettent de travailler avec l'électricité. C'est vrai, parfois ce n'est pas, il y a d'autres qui sont bien conseillés et qui mettent ça, mais les maîtres d'ouvrage trouvent que ça ne sert à rien et voilà pourquoi parfois ça ralentit aussi, mais il est souhaitable de démontrer comment vous gérez l'aspect sécurité de vos projets. Et dans ce cas, lorsque vous allez donc présenter votre offre de service en mettant tout cela dedans, ça montre un peu plus, ça donne un peu plus de valeur, plus de standard. Ça veut dire que vous avez un standard un peu supérieur par rapport à quelqu'un qui viendra juste pour vous avec des babouches, vous dire que bon voilà, je peux faire ci, je peux faire ça. Après, dès qu'il ne dépanne pas, quelque chose pète et ça prend le feu. Donc, il y a tout cela et d'une façon, ça ajoute la valeur. Et pour terminer, j'ai juste un conseil pour les employeurs. Les employés sont vraiment des outils qui vous permettent à l'entreprise de tourner. Et si vous les protégez, ils vont protéger votre entreprise. Si vous les formez sur la prévention des incendies, il n'y aura pas d'incendie dans votre usine, dans votre locaux. C'est vrai, on dirait peut-être nous sommes en Afrique qu'on envoie le feu. Non, mais on n'envoie pas. C'est juste des petites négligences qui se passent et que donc ça fait cela. Ça permet également que si au sein de l'entreprise, par exemple, il y a quelqu'un qui a une malaise, que l'autre puisse venir donner les moyens de secours
et peut-être qu'il peut le sauver la vie. Et également, ça vous permet non seulement de donner une bonne image à l'entreprise, parce que de plus en plus, il y a des entreprises qui donnent de l'argent, qui payent des fournisseurs ou les prestataires de services avec, non seulement parce qu'ils respectent certains aspects sécurité, et pour les entreprises qui ont compris cela, ils investissent beaucoup sur la formation de leurs employés, notamment sur l'identification des dangers et des risques. Juste une petite question, est-ce que dans les entreprises, la sécurité est automatiquement liée à la santé? Parce que les entreprises font l'effort de mettre un peu de sécurité, mais si on part vérifier dans les entreprises ici dehors, beaucoup sont malades. Il y a les gens qui ont les sida, il y a les gens qui ont les, je sais pas, les hépatites, il y a les gens qui ont de ces maladies, des chlamydia, des tuberculoses cachées. Oui, bon, les entreprises, chlamydia. est-ce que les entreprises gèrent? Non, mais c'est pas le problème de l'entreprise, ça c'est un problème personnel. C'est un problème, personnel, mais si c'est une maladie contagieuse, maintenant l'entreprise a une politique pour gérer cela. Ça veut dire que lorsque tu as par exemple le flou en English, c'est le rhume. Le rhume, la grippe. On te demande peut-être de faire une journée ou 2 jours à la maison, de travailler peut-être à partir de la maison, le temps que ça au lieu de venir peut-être contaminer tout le monde. Les autres. C'est même chose pour la conjonctivite. Exactement. Donc, oui, le corona, on essaie de prendre les dispositions pour éviter cela. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler peut-être parce qu'il a une certaine maladie. Tant que ce n'est pas contagieux, il n'y a pas un problème. Maintenant, si il y a certains éléments, certaines activités de l'entreprise qui génèrent, par exemple, ceux qui font dans la transformation en utilisant des produits chimiques, qui peuvent peut-être causer des maladies comme le cancer et tout. L'entreprise doit mettre sur pied des suivis. C'est-à-dire que à chaque fois, il faut vérifier si la dose, par exemple, des éléments radioactifs, est-ce que c'est normal, c'est absurde, ainsi de suite. Si c'est dans les endroits où il y a trop de bruit, il faut de temps en temps que l'employé, chaque 6 mois, fait le diamétrie pour savoir s'il est impacté ou pas. Merci beaucoup, Clément. En tout cas, merci. On va se retrouver demain, chers téléspectateurs. Pour la suite, on sera jeudi. Il est l'heure de la dernière page de pub de cette émission. Portez-vous bien, bon appétit.